découverte cruciale dans les tendinopathies d'Achille. Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es là maintenant en train de me regarder, eh bien bienvenue. Aujourd'hui, je vais en 5-10 minutes te parler d'un article qui m'a vraiment intéressé la semaine passée. Allez, let's go. Alors voilà, ici, objectif, format court. Et donc ici, 5-6 slides pour t'expliciter vraiment un article qui m'a vraiment plu et qui, pour moi, va changer un petit peu la prise en charge qu'on peut avoir au niveau des tendinopathies d'Achille. Ne perdons pas une minute, on va déjà commencer par la première slide, la magnifique slide. Petit rappel sur le tendon d'Achille, je ne vais pas te faire l'affront de te donner un cours d'anatomie, c'est pas ça le but, mais simplement peut-être se rappeler que le tendon d'Achille, c'est le tendon le plus épais du corps, le plus large et le plus fort. Bon, quand tu vois la gueule du machin, c'est clair qu'on peut quand même s'en douter. Ce tendon d'Achille, il subit pas mal de charges. Il subit jusqu'à 4 fois le poids de corps quand tu marches et jusqu'à 12 fois le poids de corps quand tu vas courir, etc. Ou en tout cas durant les activités à impact. Et aussi, une chose intéressante qu'on peut remarquer, et c'est ce que je t'ai mis ici dans le dernier point de la slide, c'est qu'il y a beaucoup de récurrence dans les tendinopathies d'Achille. Il y a 24 à 46% des tendinopathies d'Achille qui sont récurrentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton patient qui a mal, dans 24 à 46% des cas, il va de nouveau avoir mal après la fin de son traitement. Et donc, c'est quand même un point intéressant. C'est pour ça que je ne voulais pas commencer à refaire toute l'histologie du tendon d'Achille, mais simplement déjà quelques petits points qui sont importants à avoir en tête pour la suite. On va passer directement à la deuxième slide, si tu veux bien. Oui, je t'ai promis que ce ne serait pas hyper long, parce que je sais qu'on est dans une société où tout doit aller très rapidement, donc j'essaie de te faire un format court, précis, et qui va surtout t'apporter quelque chose après pour ta pratique. Et maintenant, on peut parler un petit peu des particularités du tendon d'Achille dans cette magnifique slide, c'est-à-dire qu'il est composé de 3 sous-tendons. Il est en fait sujet aux contraintes, si je peux dire ça comme ça, de 3 muscles, le gastro-médial, le gastro-latéral et le solaire, qui se rejoignent tous pour former ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Mais dans ce tendon d'Achille, il faut bien se rendre compte qu'il y a des sous-tendons qui vont venir glisser les uns par rapport aux autres. Et ce glissement les uns par rapport aux autres, il est hyper important, notamment pour la répartition des contraintes au niveau du tendon, parce que les auteurs, par exemple, dans l'étude que je t'expose ici, suggèrent que forcément, si les sous-tendons ne glissent pas bien entre eux, les contraintes seraient moins bien réparties et donc le tendon subirait plus de charge. Et donc, in fine, il y aurait peut-être plus de douleur ou en tout cas plus facilement des épisodes de tendinopathie, etc. etc. Et donc, ici, il subit donc les forces de 3 muscles différents, j'ai noté, et ces sous-tendons, comme je viens de te le dire en fait, ils glissent les uns par rapport aux autres. Ces glissements sont donc essentiels dans la répartition des contraintes du tendon. Du coup, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous poser une question. Et c'est ce qu'ont fait les auteurs de cette étude, qui sont donc Laura Lecomte et ses collaborateurs. Est-ce que les glissements seraient moindres dans des sujets qui auraient une tendinopathie d'Achille? Est-ce qu'au final, avoir une tendinopathie d'Achille ferait que les sous-tendons glissent moins les uns par rapport aux autres? Et aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser, est-ce qu'on pourrait pas optimiser ces changements, ces glissements au niveau du sous-tendon? Ça, c'est aussi des questions qu'on a en droit de se poser parce que ça pourrait faire partie de, on va dire, la physiopathologie de l'apparition de la tendinopathie ou en tout cas peut-être contribuer aux symptômes. Et donc, ici, ça nous amène à la 4e slide. La réponse, oui, je t'ai dit, on va droit au but. Je ne veux pas te faire perdre ton temps ou je ne veux pas tirer ça en longueur plus que ça le nécessite. Les réponses ici qui nous sont données, c'est en fait ces glissements diminuent avec l'âge. Ça, c'est déjà une chose. Donc, au plus tu es vieux, au plus les glissements ici, c'est-à-dire que le sous-tendon, entre eux, ils vont, au lieu de bouger comme ceci, j'exagère un petit peu, ils vont bouger en un bloc. Et donc, si tu veux, quand ces sous-tendons bougent en un bloc au lieu de bouger vraiment de façon un petit peu dissociée, tu peux considérer au final que les contraintes seraient donc apposées tout le temps de la même façon, peut-être même sur la même partie du tendon, etc. etc. Et donc, ce ne serait pas bénéfique pour le tendon parce qu'au plus le tendon est un petit peu malléable et au plus il y a ces sous-tendons qui glissent, au plus il peut répartir un peu la contrainte là, à différents endroits. Un deuxième point, c'est les glissements sont moindres en cas de tendinopathie d'Achille. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Simplement parce que c'était la question de départ. Et en fait, on se rend compte effectivement que ces glissements, chez les gens qui ont mal, chez les gens qui ont une tendinopathie d'Achille, c'est moindre, c'est moins mobile, on va dire. On pourrait presque un peu considérer que
ce serait un peu la mobilité du tendon. Tu aurais donc la mobilité, par exemple, en flexion dorsale de cheville, mais tu peux aussi avoir une mobilité intrinsèque au tendon, de par ce glissement des sous-tendons dont je te parle déjà depuis 10 minutes, enfin 10 minutes, j'exagère un peu, 3 minutes. Eh bien, cette mobilité-là, elle est amoindrie en cas de tendinopathie d'Achille. Et du coup, une question qui nous vient, c'est, OK, est-ce qu'on peut influencer ces glissements? Et si oui, comment? Eh bien, ça, c'est aussi quelque chose auquel ils se sont adressés dans l'étude. Et une des choses qui pourrait manifestement changer un petit peu ces glissements, ou en tout cas les améliorer, eh ben, c'est l'orientation du pied. Et donc, tout simplement, l'étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une trentaine de sujets et ils ont étudié un petit peu l'influence de la position du pied lors d'exercices de montée sur pointe. Donc, tu vois le classique où tu montes sur les pointes et tu redescends, c'est un exercice qu'on fait très souvent en cas de tendinopathie d'Achille. Et là, en fait, ils se sont intéressés, ok, est-ce que mettre les pieds, les orteils vers l'extérieur, les orteils en neutre ou les orteils vers l'intérieur, donc en fait juste jouer avec l'orientation, on voit pas mes mains ici, mais l'orientation du pied, est-ce que ça pourrait pas jouer sur les glissements? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que avoir les pieds vers l'extérieur, comme tu le vois ici sur la slide, eh bien ça augmenterait en fait les glissements intratendineux des sous-tendons. Et ça, c'est une chose intéressante à prendre en compte, parce que la question qui nous vient après, c'est de savoir, ok, si on sait que mettre les pieds vers l'extérieur, ça améliore ces glissements intratendineux, qu'en est-il maintenant d'appliquer ça chez des personnes souffrant de tendinopathie d'Achille sur le long terme? Par exemple, dans des protocoles où on prendrait deux groupes, un groupe où on met les pieds comme ça, un groupe où on met les pieds un peu vers l'extérieur, et puis après, on fait ça pendant 3 à 4 mois et on voit ce que ça donne. C'est une piste potentielle. Parce que il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les tendinopathies, on parle toujours de la gestion de la charge, on parle toujours de tout ce qui est vraiment moduler la charge d'entraînement, pas en faire trop vite, trop fort. Et c'est top, c'est, je pense, une clé de voûte pour gérer les tendinopathies. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres facteurs qu'on ignore actuellement? Et ça, pour moi, en tout cas dans le cadre de la tendinopathie d'Achille, c'est potentiellement un facteur qu'on a peut-être oublié pendant quelques temps, mais qui est hyper intéressant à prendre en compte. Ce glissement entre les sous-tendons, au final, cette mobilité intratendineuse, quelle est-elle et comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'améliorer? Et si on l'améliore, est-ce que ça amènerait des changements positifs cliniquement pour le patient? Parce que c'est bien de jauger ça avec des mesures de laboratoire, mais si ça n'a pas d'impact sur la fonction, si ça n'a pas d'impact sur la fonction, sur la douleur, etc. du patient, ça a que peu d'intérêt selon moi. Et donc, ici, boum, la petite slide en plus ici, cette étude, elle n'est pas dénuée de biais et on va dire, de limites. Notamment, c'est des observations en 2 dimensions. On sait très bien que les observations en 2 dimensions sont plus limitantes que les observations en 3 dimensions. Donc, précaution par rapport à ça. Ce n'est pas exhaustif non plus au niveau des observations et on pourrait peut-être avoir encore plus d'observations ou en tout cas des choses plus valides et en tout cas plus complètes avec des observations 3D. Ensuite, une autre question qu'on se pose, c'est cause ou conséquence? Ça, c'est une bonne question. Quand tu as un patient qui vient chez toi et que tu veux évaluer un petit peu sa force, etc., et que tu trouves un déficit de force, comment savoir si c'est une cause ou une conséquence? Même chose ici. Le manque de glissement qu'on trouve ici, quid? Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? On ne le sait pas vraiment. Et ça, c'est une grosse question au final, parce qu'on pourrait se la poser pour tous les déficits qu'on trouve au bilan, absolument tous. À part si tu as la chance d'avoir un athlète ou un sportif ou un patient en tout cas, où tu as les datas régulièrement, en fait, tu n'as pas vraiment de moyen de savoir si c'est la cause ou la conséquence. Tu peux faire des suppositions, mais c'est à peu près tout. Et donc, ici, voilà, on va partir du principe qu'en général, quand tu as Marcel, 58 ans, qui vient chez toi parce qu'il a mal au tendon, c'est rare que tu aies des mesures de sa force il y a 6 mois quand tout allait bien. Et donc, in fine, c'est toujours difficile de savoir cause ou conséquence. Et malheureusement, cette étude-ci et les résultats n'échappent pas à cette règle. On ne sait pas. Mais donc, il faut quand même se poser la question et il faut garder ça en tête. Ce n'est pas une loi absolue. Et du coup, faible échantillon aussi. C'est-à-dire qu'il y a 30 personnes, ce n'est pas énorme non plus. Ce n'est pas 10 personnes, mais ce n'est pas 50 non plus. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est un faible échantillon. Ce n'est pas extrapolable non plus à toute la population. Il faut prendre des pincettes. C'est, on va dire, des preuves, des prémices, on va dire, des prémices pour peut-être investiguer davantage. Et c'est ce que j'ai mis ici, juste en dessous. Je m'auto-précède le besoin d'investiguer davantage. Pourquoi? Simplement,
Ici, c'est un pavé qu'on a jeté dans la mare, à voir maintenant comment ça réagit et surtout comment est-ce qu'on peut mettre en place des protocoles à l'avenir pour investiguer ça davantage. Je pense sincèrement que ça peut être hyper intéressant d'aller investiguer ça davantage, mais l'avenir nous le dira. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si jamais tu as aimé cette petite analyse d'article, oui, j'ai pas été te chercher une analyse statistique de la validité de l'article, de machin, j'ai pas été te faire une analyse Pedro de l'article non plus avec un score, etc. C'est pas le but de cette vidéo. Ici, c'est juste de te transmettre ce que moi j'en ai compris et ce que moi j'en retiens, parce que je trouve ça assez intéressant. Mais voilà, si en tout cas ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à m'en faire part. Pour tout te dire, d'ailleurs, c'est la première vidéo que je publie ici sur cette chaîne, en tout cas en format long. Donc, n'hésite pas à me faire des retours, etc. S'il y a des choses que tu aimerais avoir, ou même si tu as des thématiques que tu aimerais bien que j'aborde, n'hésite pas. Moi, je suis toujours friand à aborder des nouvelles choses. Mon but, c'est de vous apporter, on va dire, de vous apporter pas du savoir, parce que je ne considère pas savoir plus de choses que vous, mais en tout cas, vous apporter ce que moi j'ai appris et surtout que vous ressortiez de chaque vidéo avec quelque chose d'utile pour votre pratique. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Intéressant, ouais, ça peut être intéressant. C'est hyper important pour moi en tout cas. Donc voilà, ici, je te laisse. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à très très vite. Et aussi, si jamais tu aimes la vidéo, machin, tu connais tout le petit jargon habituel, n'hésite pas à soit liker la vidéo, laisser un commentaire avec des suggestions ou même des compliments ou des remarques, et aussi à partager autour de toi, et surtout, abonne-toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un pouce en l'air pour te dire de t'abonner, mais n'hésite pas à t'abonner aussi. Ça me montre aussi l'intérêt que vous portez à cette chaîne, qui est toute débutante aujourd'hui, je le sais. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai d'ailleurs pas encore lancé la chaîne. J'ai donc un abonné, c'est moi-même. Faut bien commencer quelque part. Et si tu veux me retrouver aussi sur d'autres réseaux, eh ben sur Instagram, par exemple, je suis assez actif. Castel Physio sur Instagram, je mettrai les liens dans la description. Et puis voilà, allez, au plaisir de te revoir, ou en tout cas de te retransmettre certaines choses par la suite. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.